déjà des interventions au fond. Oui, bonjour, Benoît Aulagnier. Je suis un élu en dehors de mes activités professionnelles, puisqu'on peut faire autre chose que d'avoir des élus professionnels. Donc je travaille dans une banque, mais en même temps, je suis élu d'un canton périurbain de la métropole, à côté de la métropole bordelaise. Et donc j'ai une question qui s'adresse principalement à notre vice-présidente de Nantes Métropole, pour travailler beaucoup sur des questions d'urbanisme et de réduction de gaz à effet de serre, notamment dans le domaine des transports. Je voudrais savoir quelle est son opinion par rapport au projet de Notre-Dame-des-Landes qui a pour vocation d'amplifier le transport par air. Comment ça se compare par rapport en termes de gaz à effet de serre? Est-ce que vous avez simulé l'accroissement d'émissions à gaz à effet de serre? Est-ce que le mode de développement par avion est compatible? Est-ce que ça ne fait pas partie des modes de transport qu'on doit modérer, notamment par rapport à comparer avec le train? Et même chose aussi par rapport au déplacement de tous les habitants de la métropole nantaise pour se rendre au nouvel aéroport, ou par rapport au fait de prendre des terres agricoles pour construire un aéroport. Est-ce que un tel projet n'annule pas des milliers de mètres carrés de panneaux solaires que vous pouvez poser sur un toit? Comment ça se compare? Quelle est la cohérence par rapport à votre présence? On va laisser Julie Lernos répondre et puis ensuite on prendra d'autres interventions sur Notre-Dame-des-Landes. Sur Notre-Dame-des-Landes, moi je suis assez à l'aise pour vous répondre dans la mesure où je ne suis pas totalement sur le même positionnement que la majorité dans laquelle néanmoins je siège, puisque je pense que malgré notre désaccord sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, on a en termes de politique publique ensemble des choses intéressantes à mener. Et la maire présidente dans notre métropole est favorable à un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ce qui n'est pas mon cas. Cela n'empêche pas de travailler sur des projets concrets et locaux. Donc ça ne va pas répondre à l'entièreté de votre question. Je suis bien évidemment plutôt d'accord avec ce que vous venez d'avancer, mais je ne pense pas qu'il faut s'empêcher de travailler sur un nouveau modèle d'aménagement à Nantes en faveur du climat, de fait, parce qu'il y a un aéroport qui va se construire en dehors du périmètre de la métropole. Très bien, je crois que votre réponse était claire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Ça marche? Oui, Sophie Jouineau. Je m'intéresse aussi aux questions de coopération internationale et ma question va plutôt pour Madame la vice-présidente de la métropole de Nantes. On a entendu votre voisin de gauche expliquer une démarche de benchmarking, de recherche de bonnes pratiques ailleurs pour voir comment il pouvait les contextualiser localement dans son projet. Est-ce que vous, dans les coopérations que vous menez avec le Sud ou l'Ouest ou l'Est ou le Nord Parlez bien dans le micro. Est-ce que vous avez aussi cette approche qui vous permet de repérer chez vos partenaires de coopération des choses que vous aimeriez contextualiser à Nantes dans vos projets, même si ça peut apparaître comme une inspiration depuis des modèles de développement très différents? En fait, mais c'est un peu, ça a été dit par mon collègue Beaufranc, c'est vrai qu'on a toujours, à Nantes Métropole, on a toujours cru à l'échange entre les différentes collectivités, et c'est dans ce sens-là qu'on fait partie de nombreux réseaux de collectivités, que ça peut être dans le développement nord-sud, mais y compris à l'échelle européenne ou internationale, puisque Johanna Roland est présidente d'Eurocities, Ronan Dantec, qui est également élu à Nantes et porte-parole depuis un certain nombre d'années, porte-parole climat de CGLU. Nous sommes dans Energy Cities, dans Climat Alliance, donc dans un certain nombre de réseaux. Et puis nous avons été Capitale Verte en 2013, qui nous a aussi construit un nouveau réseau avec l'équipe Capitale Verte qui arrive depuis un certain moment, ce qui nous permet effectivement très concrètement d'échanger des projets, puisqu'on l'a dit et répété, les collectivités territoriales, c'est l'échelon le plus proche. On peut montrer que c'est possible d'aller vers une transition énergétique, et donc on a besoin d'échanger ce qui a marché, ce qui n'a pas marché.
Chaque ville va expérimenter d'une manière différente en fonction de son contexte national différent. N'empêche qu'il y a des similitudes. Je parlais des bâtiments anciens. On a un certain nombre d'échanges avec, ça peut être Copenhague, Hambourg, de dire le patrimoine qui a une valeur patrimoniale, comment on les isole, puisque on ne peut pas les isoler par l'extérieur, puisqu'il y a une valeur patrimoniale, esthétique qu'on ne peut remplacer. Mais ce sont des échanges qui sont indispensables pour qu'on avance plus ensemble. C'est aussi un peu le sens, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais du sommet international Climate Change qu'on organise à la fin du mois de septembre à Nantes, c'est justement de dire aujourd'hui les grands objectifs de développement durable en termes de climat ont été adoptés. C'est à nous de se retrousser les manches et de passer à l'action. Alors, on peut faire du lobbying pour avoir effectivement plus de financement direct pour les collectivités territoriales pour qu'on arrive plus vite, ce qui est dans le modèle français très centralisé, une réelle interrogation. Mais aujourd'hui, on est sur échangeons nos pratiques, échangeons l'action, et il faut accélérer cela si on veut arriver aux objectifs qu'on s'est fixés collectivement. Sur l'échange de bonnes pratiques, Nick Godefroy, vous, quel est votre point de vue? Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois un risque de plaquer ou un risque d'effet de mode aussi, avec des pratiques qui se retrouvent mal transposées dans une autre ville? Thank you. I mean, clearly, the city networks are incredibly important in exchanging best practice, and you know, we have the C40, ICLEI, UCLG. There's multiple networks across Europe. I mean, this has clearly been very, very impactful in helping galvanise cities and inspiring, you know, sharing of best practice examples. There's, you know, one of our managing partners at NCE, we have a new international initiative on cities, and the C40 climate network of megacities is a key part of that. And you know, I've come to appreciate just how impactful collaboration and sharing of best practice between cities really is. What I would say is that, I mean, one of the points that I wanted to make was, I think one of the real missing parts of the international architecture when it comes to cities and cities taking action on climate is really at the national level. There's lots of action that cities are taking themselves, and normally actually many cities with their hands tied behind their back by national governments. And so one of the missing parts really is enabling cities to have a conversation with national governments and for national leaders in finance ministries, in transport ministries, in energy ministries, really better understanding that actually they can play a key role in helping support cities to do even more than they already are. One of the things that I head up is a new initiative called the Coalition for Urban Transitions, and it's essentially been set up to help national policymakers understand what more they can do to unlock the power of cities for better economic, social and environmental outcomes. And I think that has to actually be something which is supplementing what is fantastic information sharing between cities. There actually needs to be something which is about cities being able to talk to national governments to say, hey, we can do a hell of a lot if you just unleashed us to do that. And second, between countries, you know, if you look at Africa, it's by far the most rapidly urbanizing region in the world. And frankly, discussions around the growth of capital cities is important, but it's not the only consideration. You know, national governments really need to be thinking about how do we develop a national system of cities? How do we connect all of our growing cities together with world-class public transport infrastructure, as well as thinking about how do we improve the individual functionings of cities on a city-by-city basis. Yeah, but overall, I think information sharing and best practice sharing is a really powerful mechanism. Philippe Orliange. Oui, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur ce que vient de dire Nick. Non. Nick Godefroy. Oui, Nick. Sur l'importance d'avoir des politiques
nationale qui soit favorable aux villes. Alors c'est évidemment le cas en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut des politiques nationales climatiques qui soient en faveur des villes. Et on voit le chemin à parcourir quand on a, à travers l'exemple des INDC tout à l'heure. Et au-delà de ça, il faut des politiques nationales qui incitent à, par exemple, ce que les villes disposent d'une base fiscale suffisante pour financer leur politique publique, quand elles ont atteint un degré de niveau de développement suffisant, qu'elles puissent aller sur les marchés financiers, qu'elles puissent émettre, quand c'est nécessaire, qu'elles puissent avoir accès au secteur bancaire privé ou au secteur bancaire public. Et là-dessus, il y a vraiment encore pas mal de chemin à parcourir. Il faut aussi des politiques nationales qui encouragent à ce que les fonctions publiques, municipales ou territoriales, soient de qualité pour que les villes et ensuite les équipes de techniciens dont on a besoin. Et les exemples que vous évoquiez tout à l'heure, disons de bons exemples pour l'AFD, sont des exemples qu'on trouve dans des pays qui ont eu ce type de politique. Mais quand on regarde globalement sur la planète, on voit que le chemin à parcourir reste considérable. D'ailleurs, en France, il a fallu quand même pas mal de temps avant d'arriver à une politique de décentralisation correspondant à ce que l'on connaît depuis 1982. Mais c'est une vraie nécessité. Je pense que cette nécessité est aujourd'hui encore plus pressante si on veut atteindre ce passage à l'échelle que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a des questions, des interventions? Oui, monsieur. Oui, bonjour, Arnaudette Trémani. J'ai une question sur le découplage en fait, entre croissance de la population, et notamment croissance de la population urbaine, et objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre. Notamment dans les villes occidentales, je ne sais pas comment ça se passe dans les pays plus en développement, mais on peut facilement constater autour de nous que de plus en plus, depuis les 30-40 dernières années, il y a de moins en moins de personnes qui habitent dans un même appartement. Avant, on était peut-être à 3 personnes dans un appartement, maintenant on sera plutôt à 2, 2,5. Et donc, il y aurait un moyen simple de favoriser un maximum de concentration, de densité urbaine, peut-être avec des incitations fiscales. Est-ce qu'il y a des pratiques telles dans d'autres pays, en France ou dans d'autres villes, de façon à favoriser justement la concentration des personnes dans un même logement, de façon à favoriser la densité et réduire ainsi l'impact carbone? Vous voulez mettre tout le monde en dortoir? Pour Zenata, vous avez bien expliqué que les défis, justement, là, c'est du logement de familles nombreuses, hein, bien évidemment, donc le problème ne se pose pas. On peut peut-être poser la question au maire de Vecjo, je ne sais pas, est-ce que c'est une problématique réelle, le fait que la diminution du nombre de personnes dans les logements dans votre ville? Well, it's also very important to stress that you have different problems. For us, heating is not a problem because all heating is renewable. So that's not a problem. And if I look 10 years from now, there will be no emissions from transports in my city because all cars will have renewable energy, electrical cars or hybrid cars or whatever. So if we look for the future, and we could also see that different countries have different background. Sweden is a very low populated country with a huge area. So I don't think we could compare cities in Sweden, for example, with cities in India or cities in Mexico. That's another thing. So we must try different solutions in different countries. Nick Godfrey? I think this is a really good question. I think there really ought to be, and it's something that we're trying, a global debate really around densification and redensifying, because many urban areas have de-densified over time, and there are significant benefits from densification. Economies of agglomeration, people being more closely together. It's why cities exist in the first place, so people can trade and share ideas.
etc. It's, you know, there's much more cost effective in terms of supplying, you know, denser urban areas in terms of urban infrastructure, water, waste, transport, etc. That said, people are very, you know, have a lot of concerns about densification as well. You know, congestion, overcrowding, etc. So I think one of the pieces of work that we've done is starting to really think about good densification and smart densification. There's lots of ways that we can re-densify in a way which absolutely improves quality of life. And you know, and it's imperative that we do so. I mean, we've done some work recently looking at the costs of urban sprawl to the United States economy. Around about $1 trillion per annum is the basic economic cost to the United States economy. We're looking at what this might look like in India out to 2050 if India continues to de-densify. And the figures are very scary in terms of the break on the economy and in terms of the impact in terms of social and environmental performance. So I think we've really got to have a really intelligent debate around this issue, because re-densifying urban areas is going to be absolutely critical to solving the climate question. And urban planning, you know, something which people don't want to talk about and has kind of, you know, lost a bit of its, you know, gravitas, you know, really needs to be taken seriously, and for us all to start to place a greater priority on those issues. Yeah. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Oui, monsieur. Bonjour, Nicolas Méron. C'est une question qui s'adresserait plutôt à Philippe Orliange, mais je vous laisse. Bon, je me pose la question. La France est très variée, avec la France métropolitaine, mais également les dom-toms. Quand on regarde les dom-toms en termes de, justement de transition énergétique, on aurait beaucoup de chance, on a beaucoup de soleil, beaucoup de vent, de la géothermie, et pourtant quand on regarde les chiffres, je crois qu'on a 14% d'énergie renouvelable, entre autres en Guadeloupe. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Où est le problème? Est-ce qu'il y a un problème de dynamique? La compétence, on l'a, les solutions technologiques, on les a. Voilà, je me pose beaucoup de questions, je sens vraiment de solutions, je sens vraiment de réponses. Philippe Orliange, vous souhaitez répondre sur le retard des dom-toms? Oui, je pense qu'il faut regarder ça en tendance, et il y a un certain nombre d'exemples très intéressants. Vous parliez de la géothermie à la Guadeloupe, enfin en l'occurrence aussi à la Dominique, et d'autres projets, par exemple d'utilisation de l'eau froide des profondeurs pour les systèmes de climatisation, qui montrent que, et je ne parle pas de l'énergie solaire, mais qui montrent que la situation est en train d'évoluer dans la bonne direction. Ça a pris du temps, mais je pense que la prise de conscience de ce que il faut décarboner aussi les économies insulaires, et que c'est encore peut-être plus urgent que dans d'autres endroits. Cette prise de conscience est là, et les politiques, les investissements vont dans cette direction. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'effort ne se relâche pas, et l'AFD, pour ce qui la concerne, est tout à fait engagé là-dedans.